soir, les 30 minutes qui vont suivre. Donc j'espère que j'arriverai tous à les vendre pour éviter d'être chargé en revenant à Grenoble. Donc le but là, c'est de vous présenter rapidement Karl Marx à Pékin, qui est sorti il y a 15 jours. Donc rapidement, pour qu'on soit bien d'accord, pour ceux qui ne sont pas contents, puis on peut sortir dès maintenant. Juste faire un petit point sur ce que vous ne trouverez pas dans Karl Marx à Pékin. Donc en fait, le but de Karl Marx à Pékin, c'est, pour ceux qui connaissent le livre de Giovanni Arrighi, Adam Smith à Pékin, donc c'est une réponse. Une réponse, ça veut dire que c'est en opposition quasiment totale à ce qu'on trouve dans le livre de Giovanni Arrighi, Adam Smith à Pékin. C'est que pour Giovanni Arrighi, le modèle chinois est un modèle qui est totalement différent de ce qu'on trouve dans les pays capitalistes. Et c'est ça qui explique la réussite chinoise depuis 30 ans, ce qui explique un taux de croissance qui tourne autour de 10%. Donc le but de Karl Marx à Pékin, c'est au contraire de montrer toutes les difficultés économiques rencontrées par la Chine. Dans un premier temps, dans le livre, j'évoque les caractéristiques de mode de production en Chine. On ne les verra pas forcément ici parce que je voudrais insister surtout sur les difficultés. Ensuite, j'insiste sur toutes les difficultés financières, sur toutes les difficultés de l'appareil productif chinois. En général, on insiste beaucoup sur les forces de l'économie chinoise. Le but de mes chapitres, c'est à chaque fois de relativiser ces forces, d'essayer de comprendre comment la Chine est devenue une puissance commerciale, comment la Chine est devenue une puissance financière, comment la classe moyenne, comment la pauvreté ont pu être réduites. Clairement, on a quand même des grandes réussites en Chine depuis 30 ans. Et ensuite, à la suite de mes chapitres, d'essayer de relativiser finalement ces réussites. Le but du livre, contrairement à Giovanni Arrighi, c'est pas d'avoir des propos très optimistes sur une grande puissance émergente qui propose un nouveau modèle de développement pour un nouveau modèle de croissance, pour une forte croissance économique. Vous ne trouverez pas ça. Il n'y a pas dans Karl Marx à Pékin finalement tout ce qu'on entend au journal de TF1 au final. Et encore, ça commence à changer là depuis quelques mois, depuis quelques semaines. Qu'est-ce que vous ne trouverez pas non plus? Vous ne trouverez pas forcément des louanges du gouvernement chinois, encore une fois, contrairement à Adam Smith à Pékin. Bien qu'on ait certaines réussites observées depuis 30 ans en Chine, je vous disais, au niveau de la pauvreté, au niveau d'un boost de la consommation, notamment dans les villes. J'insiste au contraire sur les difficultés finalement, sur le fait qu'il faut relativiser ces chiffres de la pauvreté, sur le fait qu'on a des inégalités qui ont explosé depuis la décennie 80, et surtout que tous les problèmes cumulés font qu'on a des difficultés majeures qui peuvent remettre en question la croissance économique chinoise dans les prochaines années. Finalement, pourquoi il s'appelle Karl Marx à Pékin? C'est que Giovanni Arrighi, dans son livre, en général, va mettre en avant Adam Smith pour montrer qu'Adam Smith, finalement, s'applique beaucoup mieux au cas chinois que Karl Marx, que finalement l'analyse marxiste est un peu périmée, même complètement périmée pour Giovanni Arrighi. Et finalement, mon livre s'appelle Karl Marx à Pékin, pour deux raisons. La première raison, c'est que je considère que l'analyse économique de Marx est extrêmement riche. Dans les 6 chapitres, j'essaye de comprendre les difficultés économiques de la Chine, les réussites, par l'analyse marxiste. Mon premier chapitre, je vous disais, revient sur les modes de production, sur le mode de production chinois, histoire de le caractériser. Ensuite, je reviens sur toutes les difficultés, notamment la grande difficulté rencontrée par la Chine, sur laquelle je travaille depuis plusieurs années, c'est la baisse du taux de profit observée depuis la décennie 90. C'est la première raison qui fait qu'il est important de faire Karl Marx à Pékin, c'est qu'aujourd'hui, bien que Marx soit vraiment délaissé par les économistes, je considère que son apport est majeur pour mieux comprendre les crises actuelles, qui sont quand même de plus en plus fréquentes et qui aujourd'hui font que de nombreux économistes sont complètement dépassés, j'y reviendrai. Deuxième raison qui fait que j'ai appelé ce livre Karl Marx à Pékin, c'est pour montrer déjà que le gouvernement chinois n'a aucune légitimité pour se réclamer aujourd'hui de Karl Marx. C'est que finalement, contrairement aux propos, à l'idéologie chinoise actuelle, on ne peut absolument pas considérer qu'on a un gouvernement qui s'appuie sur les écrits de Marx. Donc ça, j'insiste surtout là-dessus dans le premier chapitre. Je vous disais, le but du premier chapitre, c'est de caractériser le mode de production chinois. Là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que ça me saoule un peu. Encore une fois, je vais plutôt insister sur les difficultés économiques de la Chine. Juste un petit point là-dessus. Après, c'est vrai que c'est le gros débat.
depuis quand on caractérise la Chine comme capitaliste, hein, moi, horreur, c'est que je considère que le capitalisme s'est développé progressivement tout au long du XXe siècle, et 1949 a servi à booster l'accumulation primitive. Donc là, j'attends les tomates. Donc finalement, c'est vrai que si on reprend la critique du programme de Gotha, on s'aperçoit que dans les caractéristiques de la phase inférieure du communisme, dans la phase supérieure du communisme, tous les critères ne sont absolument pas retrouvés dans le cas de la Chine, même en 49, même de 49 à 76. Donc ça, c'est vraiment mon premier chapitre. Parce que quel était l'intérêt de ce premier chapitre? C'est qu'encore aujourd'hui, on m'accusait finalement d'essayer de comprendre la Chine avec une analyse marxiste, alors que finalement, la Chine, elle n'a rien à voir avec le mode de production capitaliste. Donc le but, c'est comme d'identifier la Chine comme capitaliste, même si on a des particularités chinoises, donc je l'explique dans ce premier chapitre, qui horreur des horreurs, je montre que on a une Chine où on a une accumulation primitive qui s'est faite de manière très très forte dès 49. Et surtout, je reprends le concept de mode de production asiatique. Je montre que finalement, on a une formation sociale qui fait qu'on a eu un mix entre la mode de production asiatique et le mode de production capitaliste. Donc là, c'est deux horreurs que je développe dans mon premier chapitre. Et l'autre horreur aussi, c'est que j'insiste bien sur le fait que, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde, c'est pas parce que l'État est très présent aujourd'hui en Chine, donc 40% d'investissement est public aujourd'hui encore en Chine, c'est pas parce que l'État est très présent qu'on est dans un mode de production autre que capitaliste. Donc là, je reprends évidemment les propos de Engels et Marx, notamment j'avais une petite phrase de l'anti-Düring de Engels, qui disait que la transformation en propriété d'État ne supprime pas la qualité de capital des forces productives, l'État ne fait que devenir capitaliste collectif, continuant à exploiter les salariés. Donc finalement, aussi bien Engels que Marx montrer qu'au contraire, notamment avec le développement de l'analyse marxiste au cours des années, les deux montraient qu'on avait un processus de dépérissement de l'État et même les premiers pas devaient consister à abolir l'État. Donc finalement, au contraire, le fait d'avoir un État qui est très présent dans l'économie chinoise, ça montre clairement qu'on retrouve un peu l'accumulation primitive qui avait été observée même dans les pays occidentaux, donc bien avant la Chine. Donc, finalement, le but de Karl Marx à Pékin, donc là je vous ai parlé du premier chapitre, mais là je vais plutôt insister sur les difficultés économiques, c'est de remettre en question finalement tous les préjugés économiques et politiques sur le pays, sur l'économie chinoise, c'est de reprendre une par une toutes les difficultés. Donc sachant que finalement Karl Marx à Pékin c'est le résultat de 10 années de recherche, donc d'une thèse de doctorat que j'ai soutenue en 2008, de nombreux séjours que j'ai passés en Chine, durant ma thèse de doctorat et depuis, et donc finalement ça a fait que progressivement j'ai eu une analyse qui s'est enrichie, c'est pas une illumination qui m'est venue du jour au lendemain. Donc là, dans la demi-heure qui suit, j'aimerais bien insister pour que tout le monde soit convaincu finalement à la fin de la demi-heure, parce que c'est pas évident lorsqu'on entend le journal des TF1, c'est qu'aujourd'hui il y a des difficultés majeures rencontrées par la Chine. Donc je commencerai par les difficultés dites externes, donc dites à l'économie internationale, sur lesquelles on insiste en général, sur lesquelles les journalistes commencent à revenir. Donc pour montrer que ces difficultés dites externes, liées à l'économie internationale, sont liées clairement aux difficultés internes de la Chine, difficultés internes qui peuvent se comprendre par l'analyse marxiste. Et ensuite je montrerai que finalement il y a très peu de solutions, donc il n'y a aucune solution autre que le passage au socialisme, en tout cas à autre chose que le mode de production capitaliste qui permettrait finalement de dépasser la crise économique qui pourrait venir. Donc à moins de tomber dans la pure barbarie, j'y reviendrai. Donc justement sur les difficultés économiques internationales rencontrées par la Chine, un petit point sur la dépendance commerciale et technologique, parce que c'est pas évident aujourd'hui. On a tendance à dire que la Chine est complètement indépendante du reste du monde et que la Chine a réussi à se construire comme une grosse force commerciale aux dépens des États-Unis, aux dépens de l'Europe de l'Ouest. Mais
malgré soi, on a déjà quelques économistes qui commencent à percevoir les difficultés rencontrées au niveau international. Donc déjà, la croissance économique, tout le monde observe qu'il y a un petit ralentissement aujourd'hui en Chine. Donc en 2012 et 2013, on a une croissance qui est à 7,7, et encore, on pense qu'elle est peut-être surestimée, alors qu'on tournait autour de 10% jusqu'à présent. Il ne faut pas oublier que la croissance qu'on a eue l'année dernière, elle n'avait jamais été aussi faible, donc depuis 15 ans. Donc finalement, on a un léger ralentissement de croissance. Certains me diront, ouais, 7,7, en France, on a 0,5, c'est tout de même pas mal, hein, ça reste quand même un record de croissance. Hein. Mais ce qui importe, c'est vraiment de voir pourquoi on a ce ralentissement, parce que finalement, ça peut amorcer des problèmes beaucoup plus profonds. Hein. Donc en général, le premier point qui est mis en avant, c'est la dépendance commerciale et technologique de la Chine. On insiste souvent sur le fait que les exportations de la Chine, donc en 2013, correspondaient au PIB de la France. Donc pour montrer la puissance exportatrice de la Chine, donc ce qui compte, c'est quoi la différence entre les exportations et les importations? Donc c'est l'excédent commercial. Or l'excédent commercial, on s'aperçoit qu'en pourcentage du PIB, il a fortement chuté. On était à 8% en 2007, aujourd'hui on est à 3%. Donc on a une chute de l'excédent. Et là, le gouvernement commence à s'inquiéter, a peur de passer en déficit très prochainement si l'allure d'évolution des importations et des exportations continue, évolue de la même manière. Donc finalement, on met souvent l'accent sur ça, sur le fait qu'on a un excédent commercial qui diminue. Ça peut être lié à la crise internationale, le fait qu'on a moins d'exportations chinoises vers les États-Unis, moins d'exportations en pourcentage du PIB vers de l'Europe de l'Ouest, donc le fait qu'on ait des pays développés en crise. Et finalement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le commerce sud-sud n'arrive absolument pas à compenser la perte de poids des États-Unis et de l'Europe dans le commerce chinois. Notamment, on considère qu'aujourd'hui, sans les États-Unis, la Chine sera en déficit commercial. Donc, finalement, c'est pas la seule raison de ce ralentissement économique, la crise économique internationale. L'autre raison qu'on pourrait avancer, finalement, elle est assez intéressante, c'est qu'on s'aperçoit que des économistes dits orthodoxes, même de la Banque mondiale, en 2007, ont inventé un nouveau concept qui n'a pas été trop médiatisé et qui commence à faire ses premiers pas, qui est extrêmement intéressant et qui justement, j'y reviendrai, peut rejoindre l'analyse marxiste. Donc ce nouveau concept, c'est le piège des revenus intermédiaires. Donc le middle income trap, le piège des revenus intermédiaires, qui était inventé par la Banque mondiale, en 2007. Parce qu'en fait, on a des statisticiens de la Banque mondiale qui vont montrer que depuis 1950, sur une centaine de pays dits en voie de développement, au niveau de leur revenu par habitant, on en a seulement 14 qui sont devenus des pays dits développés, c'est-à-dire avec des revenus par habitant supérieurs à 12 000 $. Donc, la Banque mondiale montre qu'il y a un problème, c'est que la majorité des pays qui se développent finissent par atteindre un piège au niveau des revenus intermédiaires, c'est qu'on s'aperçoit qu'on reste bloqué entre 2 000 et 12 000 $. Et là, c'est pour ça qu'on commence à s'inquiéter. Donc on a très peu de pays qui ont réussi, je vous disais, par curiosité évidemment, on a la Corée du Sud, on a Taïwan, donc on a Singapour, et on a des pays d'Europe de l'Est. Donc ça reste très restreint, donc ces pays qui ont échappé au piège des revenus intermédiaires durablement, qui sont devenus des économies développées. Et ce qu'on observe, c'est que généralement, c'est finalement des pays à très faible surface. Donc ce qui est intéressant avec la Chine, c'est que pour la première fois, si la Chine doit arriver à dépasser finalement ce seuil des revenus intermédiaires, arriver à atteindre le stade des revenus élevés, supérieur à 12 000 $, c'est que ce serait finalement le premier pays aussi important au niveau superficie, au niveau de la population, au niveau démographique, à échapper au piège des revenus intermédiaires. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se questionne, sachant que 2018, c'est la date où la Chine, si la croissance continue à évoluer de la même manière, où la Chine devrait atteindre le stade des revenus élevés. Donc 2018 finalement, c'est vraiment le cap sur lequel tous les économistes s'intéressent aujourd'hui. Et finalement, là on s'aperçoit que dans la littérature, il y a comme certains problèmes qui sont mis en avant qui pourraient montrer que ce cap pourrait ne pas être atteint. Donc quelles sont les difficultés qui sont mises en avant? Donc après, vous verrez, ça ressemble beaucoup finalement à l'analyse marxiste. C'est que on a un coût du travail qui augmente beaucoup, notamment ce qui compte plus que le coût du travail, c'est-à-dire de dire que un ouvrier chinois est payé 2 $ l'heure, c'est ce qu'on appelle le coût unitaire du travail. Donc le coût unitaire du travail, c'est le rapport entre le coût du travail, ce qu'on va payer pour le salarié, sur sa productivité.
En gros, c'est ce qu'on va payer donc, aux salariés par rapport à ce qu'ils rapportent. Finalement, c'est ça le plus important. Donc en général, on vous dit, on a un coût du travail à 2 $ l'heure en Chine, alors qu'on est à 40 $ aux États-Unis. Donc du coup, on a une énorme différence donc, de compétitivité entre la Chine et les États-Unis. Mais si on regarde le coût unitaire du travail, aujourd'hui, le coût unitaire du travail chinois, donc ce que rapporte, donc ce que coûte le salarié chinois par rapport à ce qu'il rapporte, c'est 70% du coût américain. Donc finalement, on s'aperçoit que la Chine commence à être de moins en moins compétitive. C'est que le coût du travail augmente beaucoup plus que la productivité. Donc là, c'est le premier problème qui est mis en avant. Et c'est lié aussi au fait qu'on a un rattrapage technologique qui est insuffisant. Rattrapage technologique qui est insuffisant, en général, on vous dit que la Chine est en train de devenir une grande puissance technologique. La preuve, c'est que le pays est devenu le premier pays exportateur de nouvelles technologies de l'information et des communications en 2002. Donc la Chine est un grand exportateur de nouvelles technologies. Sauf que lorsqu'on se penche un peu plus dans les faits, on s'aperçoit que 80% de ces produits de nouvelles technologies résultent de l'assemblage en fait. Résultent de l'assemblage, c'est-à-dire que la Chine va assembler des composants intermédiaires qui sont produits en Corée du Sud, à Taïwan, au Japon, aux États-Unis. Et finalement, ces composants intermédiaires, la valeur ajoutée va rester en Corée du Sud, à Taïwan, au Japon, aux États-Unis, et on va faire qu'assembler finalement en Chine. Donc il va rester très peu de valeur ajoutée en Chine. Donc là, clairement, il y a une dépendance, contrairement à ce que pouvait évoquer Giovanni Arrighi dans Adam Smith à Pékin. On n'a clairement pas une Chine qui est totalement indépendante vis-à-vis du reste du monde. On s'aperçoit qu'au niveau technologique, c'est extrêmement important. Un petit point, et pour illustrer, un iPhone, donc un iPhone, on considère qu'en 2009, il coûtait à produire 179 $. Donc un iPhone, donc en 2009, c'était 179 $, sachant qu'il était vendu 500 $ sur le sol américain. Et est-ce que vous avez une idée de ce qui pouvait rester sur le sol chinois? Donc sur les 179 $ de coût de production. Sur 179 $, il restait 6,50 $ sur le sol chinois. C'est que le reste, c'était le coût des composants intermédiaires qui étaient fabriqués à Taïwan, en Corée du Sud, au Japon, en Afrique du Sud, aux États-Unis. Et donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a comme une grosse dépendance technologique qui résulte de cet assemblage, qui fait qu'aujourd'hui, on commence à rencontrer certaines difficultés. Donc notamment, j'en parlerai notamment par rapport aux mouvements sociaux, c'est qu'on a des entreprises qui commencent à fermer leurs portes, simplement parce que les salaires augmentent trop par rapport à la productivité. Donc on va avoir des délocalisations qui vont se faire de plus en plus vers le Vietnam. Et finalement, même les entreprises chinoises ont tendance même à délocaliser elles-mêmes. Il n'y a même pas que les entreprises étrangères qui partent, même les entreprises chinoises commencent à délocaliser dans les pays voisins. Donc là, ça pose de grosses difficultés. Et notamment, donc l'autre difficulté extérieure qu'on peut finalement analyser dans la pensée orthodoxe économique, sur lesquelles tout le monde se met à peu près d'accord, c'est qu'on commence à avoir une fuite des capitaux. Donc je ne sais pas si certains se rappellent de la crise asiatique de 97. C'est que la crise de 97, ça résulte d'une fuite des capitaux, donc des pays d'Asie de l'Est. Donc c'est qu'on a eu une fuite majeure des capitaux d'Asie de l'Est, après que ces capitaux aient fortement servi à gonfler une bulle immobilière et financière dans ces pays. Et finalement, ce que je montre notamment dans le dernier livre de Karl Marx à Pékin, c'est que cette situation ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui en Chine. Notamment, la grande stratégie spéculative aujourd'hui très à la mode, c'est ce qu'on appelle le carry trade. Donc les carry trade, c'est une stratégie spéculative qui consiste à emprunter de l'argent dans les pays où les taux d'intérêt sont faibles. Aujourd'hui, donc les États-Unis, jusqu'à l'année dernière, ont une politique de création de monnaie, par le biais de la Fed, extrêmement importante. Donc on a pu emprunter à faible coût, et les spéculateurs finalement empruntaient là, et allaient placer cet argent là où le taux d'intérêt était plus élevé, et surtout là où la monnaie s'apprécie. Donc ça permettait de faire un double gain, des taux d'intérêt élevés, et en plus, dès qu'ils ressortiraient, la monnaie donnerait plus de valeur finalement à ce qu'ils auraient gagné. Donc cette stratégie, clairement, tout le monde est d'accord que le gouvernement chinois la contrôlait absolument pas. C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui arrivaient à masquer ces flux spéculatifs. Donc on a eu un afflux massif de capitaux spéculatifs en Chine, notamment après la crise de 2008. Et finalement, donc, ces capitaux, dont j'en parlerai, ont servi à faire gonfler la bulle immobilière chinoise. Aujourd'hui, on considère que 20% du parc immobilier chinois est entre les mains des investisseurs étrangers.
c'est que finalement, donc à la fois on avait de l'argent qui s'investissait dans les banques, donc dans les banques formelles ou informelles, hein, et en même temps on avait un gonflement de la bulle immobilière. Donc finalement tout ce phénomène de capitaux spéculatifs a servi à faire gonfler une bulle, exactement comme avant 97 dans les pays d'Asie de l'Est. Et là, on commence à se poser des questions, parce que depuis l'année dernière, on commence à avoir un débouclage du carry trade. C'est que la Chine n'était pas le seul pays concerné, hein. C'est que tous les pays émergents connaissaient ces difficultés, donc le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde. Or, tous ces pays, depuis 2013, commencent à avoir une fuite des capitaux, et la Chine également. Donc la Chine commence à avoir des sorties de capitaux, c'est ça qui explique donc, les problèmes bancaires qui sont rencontrés aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, il y en a les banques qui ont prêté finalement l'argent qui avait été déposé par les investisseurs étrangers, finalement qui ne peuvent pas rembourser les investisseurs étrangers. C'est pour ça qu'on a eu des crises bancaires, vous en avez peut-être entendu parler l'année dernière, c'est que les banques chinoises voulaient plus se prêter les unes aux autres. On a eu une augmentation du prêt, du taux d'intérêt interbancaire, et donc on a eu finalement de grosses difficultés bancaires. Jusque-là, jusqu'au début de l'année, la plus grosse banque mondiale au niveau de sa capitalisation, la banque chinoise ICBC, a eu de grosses difficultés qui s'expliquent en partie par ses sorties de capitaux. L'autre difficulté au niveau de ces sorties de capitaux, donc en plus des difficultés bancaires, c'est que évidemment ça risque de faire éclater la bulle immobilière, et ça a déjà commencé. Donc on avait déjà eu un premier début de dégonflement de la bulle en 2010, ça va remonter un petit peu, beaucoup même. Et là, depuis 2014, on commence à avoir une baisse des prix dans l'immobilier, clairement du fait que les capitaux étrangers sont en train de ressortir. Donc là, on a un éclatement des bulles spéculatives qui est l'autre difficulté rencontrée par les sorties de capitaux. L'autre difficulté qu'on n'aborde pas donc, dans la presse occidentale, dans les médias occidentaux, mais qui même en Chine sont mis en avant donc par les économistes, même par les médias, c'est qu'aujourd'hui on a une dépréciation de la monnaie chinoise. On a une dépréciation de la monnaie chinoise, forcément les capitaux sortent. Finalement, le gouvernement chinois, la banque centrale, n'arrive pas à contrôler le fait que la monnaie est en train de chuter. Et qu'est-ce que ça pose comme problème? C'est qu'avec une monnaie qui chute, une monnaie qui commence à devenir faible, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne va pas permettre de relancer les exportations. Parce qu'une monnaie qui est bien plus faible, ça fait que les composants intermédiaires qui sont fabriqués en Corée du Sud, au Japon, en Taïwan, aux États-Unis vont coûter beaucoup plus cher. Donc finalement, les produits chinois vont perdre en compétitivité à l'export. Donc finalement, on voit qu'il y a de grosses difficultés qui sont liées au contexte international. Et ça, on ne peut absolument pas le nier. Donc on a même la banque Natixis, donc le groupe Natixis, qui est un économiste qui s'appelle Patrick Artus, qui travaille sur la Chine, sur la question, et clairement, lui commence à se poser la question en disant que ça va peut-être pas durer longtemps, la croissance chinoise. Donc là, il commence à y avoir une remise en question de ce qui se passe dans le cas de la Chine. Donc maintenant, encore une fois, là c'était vraiment pour vous montrer que tout le monde est à peu près d'accord sur le fait qu'il y a des grosses difficultés. Maintenant, le but de Karl Marx à Pékin, c'est comme d'avoir une analyse marxiste de ça. Et donc, mon but, c'est de montrer qu'on a des problèmes, finalement, qui ne sont pas qu'extérieurs, mais qui sont directement liés, au contraire, à l'appareil productif, au développement, finalement, de l'appareil productif sur le sol chinois. Notamment, on observe des gros problèmes de productivité. Donc, tout le monde est d'accord là-dessus, donc je viendrai à l'analyse marxiste par la suite. C'est qu'aujourd'hui, on a une forte baisse de la productivité du capital en Chine, qui va peser sur la rentabilité des entreprises. C'est-à-dire qu'on doit investir de plus en plus dans des biens, d'équipements et des machines pour récupérer de moins en moins de valeur ajoutée. Ça, tout le monde est d'accord. On a bien une baisse de la productivité du capital en Chine. Maintenant, c'est sur les raisons qui sont données de ça. Donc la raison la plus traditionnelle, la plus orthodoxe, c'est de dire « Ah oui, c'est ça, c'est un problème de demande. » Donc c'est de dire on a des phénomènes de surproduction en Chine. C'est que, clairement aujourd'hui, on a un investissement qui a atteint un record mondial à 47% du PIB. Donc un investissement dans l'appareil productif qui est très très fort. Alors qu'à côté de ça, on a une consommation des ménages qui est seulement à 35% du PIB, même si on pense qu'elle est légèrement sous-évaluée. Mais en tout cas, 35% du PIB, c'est à peu près le niveau qu'on a en République démocratique du Congo. Donc on a un record d'investissement, on a un record aussi de consommation des ménages, donc vers le bas. Donc finalement, pour certains économistes, c'est ça qui fait qu'on a des gros problèmes de surproduction qui pèsent finalement sur la productivité
donc des entreprises. Donc il faudrait lutter contre la surproduction pour redresser le taux de profit, donc pour redresser la productivité et pour relancer donc l'économie chinoise. Donc ça c'est l'argument qui est généralement donné. Sauf que l'analyse marxiste donc, finalement s'oppose à ça. L'analyse marxiste donc, explique autrement donc, la baisse de la productivité. Et donc, ce qui explique qu'on n'aura pas forcément les mêmes solutions. L'analyse marxiste ne va absolument pas recommander une augmentation des coûts salariaux. Au contraire, cette hausse des coûts salariaux, elle peut vraiment être dommageable. Notamment, aujourd'hui, on s'aperçoit que cette hausse des coûts salariaux, elle fait que, on commence à avoir des délocalisations, ce que je vous disais, des délocalisations vers le Vietnam, des relocalisations. Donc, de plus en plus, on a des entreprises occidentales qui commencent à revenir. Donc notamment, on a beaucoup parlé de Solex donc cette année qui commence à reproduire sur le sol chinois. On a la General Electric qui a rapatrié la production de réfrigérateurs dans le Wisconsin, donc aux États-Unis, donc il y a 2 ans. Donc on a finalement, des faits qui nous montrent que l'augmentation des salaires, finalement, peut certes lutter contre la surproduction peut-être en partie, mais surtout peut faire perdre encore plus en compétitivité. Donc finalement, l'analyse marxiste, elle est importante ici pour comprendre cette baisse de la productivité. C'est que finalement, le fait d'insister sur les problèmes de surproduction, ça paraît assez simpliste parce que cette baisse de productivité du capital, on l'observe partout. Donc on l'observe partout, donc dans tous les pays développés, dans tous les pays émergents, dans tous les pays donc, en développement. Il y a un moment où on a une forte baisse de la productivité du capital qui pèse finalement sur la rentabilité finalement des investissements. Donc ça s'explique par l'analyse de Marx sur le taux de profit. Donc je fais rapidement un petit point là-dessus, pour ceux qui ne sont pas plus familiers avec ça. C'est que pour Marx, la concurrence fait qu'on va utiliser de plus en plus de machines, de plus en plus de biens d'équipement, ce que Marx appelle le travail mort, aux dépens du travail vivant, donc aux dépens finalement donc des salariés. Donc c'est ce qu'on observe, une augmentation de la composition organique, une mise en question par les économistes. Donc du coup pour Marx, le fait d'utiliser de moins en moins de travail et de plus en plus de machines, ça va peser forcément sur le taux de profit. Ça, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec la théorie de la valeur travail, globalement, ça explique pourquoi on a une aussi forte baisse de la productivité. Parce que par exemple en économie, on a des modèles qui ont été créés, notamment ce qu'on appelle le modèle de Solow, qui est un modèle néoclassique donc des années 50, qui montre aussi qu'à terme, on ne sait pas trop pourquoi, c'est un problème de progrès technique qui n'arrive pas suffisamment. Finalement, à terme, on a une baisse de la productivité globale des facteurs, donc c'est la baisse de la productivité globale donc de s'y apporter donc à la production, donc c'est le rôle du progrès technique là-dedans, a tendance à diminuer. Mais on ne l'explique pas. Donc, et c'est vrai que c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Donc au moins l'analyse marxiste, elle a le mérite de donner un sens à ça. Après, moi je veux bien qu'on me propose une autre raison, en tout cas ce qu'on observe c'est ça. Après la valeur travail, certains me diront nous on n'y croit pas. Oui mais on n'y croit pas, mais bon, concrètement qu'on m'explique ça alors. Et ce qui est important c'est qu'aujourd'hui clairement il y a une baisse de productivité aujourd'hui dans l'appareil productif chinois. Or cette baisse de productivité, baisse du taux de profit dans l'appareil productif chinois, elle pose un autre problème au niveau interne qui explique tous les autres que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est le gonflement de la bulle immobilière chinoise. Notamment un économiste polonais marxiste, Henryk Grossman, qui en 1929 avait une analyse magistrale finalement pour expliquer pourquoi on avait un gonflement de la bulle immobilière et financière aux États-Unis avant 1929. Et donc Grossman montrait que si on avait, donc il montrait ça en 1929, juste avant l'éclatement de la bulle, alors que tout le monde pensait que tout allait bien aux États-Unis. Donc en 1929, il montrait que si on avait un gonflement de la bulle immobilière et financière, c'est parce qu'on avait une baisse du taux de profit dans l'appareil productif. Et finalement, donc, il fallait orienter les capitaux vers de nouveaux champs, vers de nouvelles sources de valorisation de la valeur, même si c'était de manière fictive, donc comme la finance et comme l'immobilier. Donc finalement, c'est les analyses marxistes montrent que la baisse du taux de profit va expliquer le gonflement des bulles. Donc c'est un peu, j'y reviendrai, ce qu'on peut retrouver dans les pays développés depuis la décennie 80. Et donc, finalement, cela permet de faire gonfler une plus-value fictive, c'est un peu ce qui est observé aujourd'hui en Chine, c'est qu'on a un gros gonflement de la bulle immobilière, donc on a encore des économistes chinois qui doutent sur la bulle immobilière, mais sachant qu'aujourd'hui on a un prix de l'immobilier
à Pékin qui atteint, qui est supérieur donc, à certaines villes de province françaises, alors que le revenu par habitant est bien inférieur à ce qu'on peut observer en France. Donc clairement, on a des prix qui deviennent totalement exorbitants aujourd'hui en Chine. Donc on ne doute absolument plus qu'on est face à une crise, face à une bulle. Donc les éléments qui montrent qu'on est bien face à une bulle, c'est qu'on a une multiplication des logements vides, c'est que notamment on va surinvestir dans les logements de luxe, donc, parce qu'ils sont finalement les plus rentables pour spéculer, pour revendre par la suite. Et ces logements de luxe font qu'aujourd'hui on considère qu'on a à peu près 200 millions de logements vides sur tout le territoire chinois. Donc finalement, c'est la première caractéristique donc, de la bulle immobilière. Deuxième caractéristique, c'est qu'on a un surendettement des ménages et des collectivités locales et des entreprises, les entreprises plutôt dans le secteur informel, dans ce qu'on appelle le shadow banking. Et finalement, le problème principal de cette bulle immobilière, c'est qu'elle risque d'éclater, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les étrangers, les investisseurs étrangers ont participé au gonflement de cette bulle. Or aujourd'hui, le retrait de ces capitaux peut expliquer en partie que les prix commencent à diminuer. Donc là, on a clairement un problème, c'est que la bulle financière, la bulle immobilière dans le cas de la Chine peut permettre de trouver une nouvelle source de valorisation du capital, de créer de la plus-value fictive dans un temps relativement court, mais au final, la plus-value fictive, elle est fictive, ça finit par éclater lorsque la bulle spéculative éclate. Et là, c'est ce qui peut être observé en Chine. Donc clairement, là, on va être confronté aux difficultés de l'appareil productif. Sachant que, je vous montre Karl Marx à Pékin, qu'aujourd'hui, on a de nombreuses entreprises de l'appareil productif, des entreprises d'État, qui ont fait la majorité de leurs revenus dans le secteur de l'immobilier. Parce que justement, c'était plus rentable d'investir dans l'appareil productif. Donc aujourd'hui, si le secteur de l'immobilier s'écroule, ça veut dire qu'il va emporter avec lui une grosse partie de l'appareil productif. Finalement, l'analyse marxiste apparaît extrêmement pertinente pour comprendre ces difficultés. L'autre point que j'aborde finalement tout le long de Karl Marx à Pékin, c'est de montrer que ces difficultés, finalement, elles sont inhérentes au mode de production capitaliste, elles sont inhérentes au développement, à l'accumulation du capital. C'est que la Chine n'est pas un cas particulier. Donc un point là-dessus, sur la baisse du taux de profit dans les pays développés depuis la décennie 60, c'est que finalement, cette baisse du taux de profit qui est observée depuis la décennie 1960 dans les pays développés, donc en Europe de l'Ouest, et aux États-Unis, a fait qu'on s'est confronté depuis 40 ans à une multiplication de crises, même si le taux de profit est censé stagner depuis la décennie 80 grâce à une exploitation supérieure des travailleurs, grâce finalement à la création de plus-value fictive et au gonflement de bulles spéculatives. Donc là, clairement, on a des difficultés qui sont observées en Chine, qui ressemblent beaucoup aux difficultés qui ont pu être observées dès la décennie 1960 dans les pays développés. Maintenant, rapidement, j'aimerais quand même faire part de mon agacement vis-à-vis de certains vieux marxistes qui nous disent « Oui, le taux de profit, ça fait 40 ans qu'on nous en parle, et le capitalisme s'est toujours pas écroulé. » J'ai souvent lu des commentaires comme ça, ils vont dire « Oui, ça sert à rien déjà pour les pays développés de voir ça, donc de voir ça pour la Chine, c'est absurde. » C'est vrai, le mode de production capitaliste est toujours là, donc il ne s'est pas écroulé. Mais encore une fois, chez Marx, chez les marxistes, le passage au socialisme n'est pas obligatoire. C'est que finalement, on avait une alternative qui était proposée par Luxembourg, qui était soi-disant reprise à Engels, socialisme ou barbarie. C'est un peu aujourd'hui le choix auquel nous sommes confrontés. C'est que finalement, on a un mode de production capitaliste qui est toujours là. Et contrairement aux marxistes grincheux ou aux anciens marxistes qui vont dire on s'en fiche du taux de profit, c'est pas vraiment un problème, depuis la décennie 70, dans les pays développés, il y a clairement une dégradation des conditions de vie de la population. C'est pas seulement depuis la crise de 2008. Donc depuis la décennie 70, on a une augmentation du chômage, on a une multiplication des emplois précaires. Aujourd'hui, on oublie qu'en France, on a comme 15% de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc finalement, clairement, on a une dégradation des conditions de vie. Donc sans parler des effets dramatiques de la crise des subprimes, c'est qu'aujourd'hui on oublie qu'en Grèce, qu'en Espagne, on a 25% de chômeurs. On oublie aussi qu'on a des millions finalement de personnes américaines qui ont été expulsées de leur logement après la crise de 2008, qu'on a une multiplication des SDF. Donc là, clairement, de dire oh finalement taux de profit, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas parce que clairement,
ces difficultés-là, elles ont des répercussions sur la vie de tous les jours, donc de tout le monde. Donc clairement, ces difficultés économiques, elles ont clairement fait passer, en tout cas, encourager le passage à la barbarie. Donc ça reste extrêmement important. Et c'est vrai que sans lutte sociale pour mettre à bas le capitalisme, il n'y a pas de raison qu'on puisse vraiment rebondir. Donc finalement, la situation que j'ai dépeinte, qui est un peu sombre, c'est vraiment pour l'opposer au marxiste désabusé, de l'analyse marxiste. C'est qu'encore une fois, je rappelle que la fin du capitalisme ne se fait pas automatiquement. Il faut l'aider. Et donc, et contrairement à l'analyse qu'on peut entendre aussi, certains diront oui, c'est vrai qu'on a une augmentation des inégalités, qu'il y a une augmentation de la pauvreté, qu'il y a une dégradation des conditions de vie, mais c'est justement contre ça qu'il faut lutter. C'est ça qui pose des problèmes actuels aujourd'hui. Sauf que cette augmentation des inégalités, cette augmentation de la pauvreté, c'est pas la cause des difficultés actuelles, c'est la conséquence. Donc finalement, les difficultés actuelles, la difficulté première, c'est la difficulté de l'appareil productif qui a engendré finalement une augmentation de l'exploitation, une dégradation des conditions de vie depuis les décennies 80. Donc de dire que finalement on s'en sortirait très bien, on relancerait la croissance en augmentant les salaires, en diminuant les inégalités, ça reste purement utopique, parce que ça, c'est des conséquences de la crise, c'est pas des causes. Donc finalement, le cas de la Chine est assez important là-dessus. C'est que la Chine rencontre les mêmes problèmes que les pays développés. Clairement, la bulle immobilière qui est en train de gonfler, qui est en train de dégonfler aujourd'hui, peut remettre vraiment en question le modèle économique, ça aurait des répercussions sur la vie de millions de Chinois. Donc, juste pour dire que la crise est vraiment inéluctable, encore une fois, je voudrais rappeler qu'à la crise des subprimes, elle a absolument pas lié à des activités spéculatives. Donc c'est vrai que la crise des subprimes, donc clairement, la chose qui nous a été montrée, c'est que finalement, on a eu un problème au niveau des banques, de la titrisation des créances, etc. On a une mauvaise régulation du système. Mais derrière la crise des subprimes, il y a clairement les difficultés de l'appareil productif. C'est qu'on a eu des bulles spéculatives qui se sont formées, on a encouragé le crédit aux ménages, on a eu encouragé finalement le développement de la finance, mais pour faire face finalement aux difficultés de l'appareil productif. Moi je trouve qu'aujourd'hui il est assez scandaleux d'affirmer que le capitalisme est capable de rebondir. C'est que clairement on s'aperçoit que dans les pays développés, c'est clairement pas le cas. C'est depuis la décennie 80, on va sur bulle spéculative de bulle en spéculative à cause des problèmes de l'appareil productif, et ça a clairement des répercussions sur des millions de personnes. Donc là je voudrais finir sur le fait qu'il est important de visualiser que, aussi bien pour la Chine que pour les pays développés, il n'y a aucune politique économique qui est efficace pour lutter contre la crise, pour essayer de relancer la croissance. Que tout le monde, aujourd'hui, parmi les économistes, on observe une certaine naïveté, c'est qu'aujourd'hui on a des économistes qui se séparent en général entre orthodoxes et hétérodoxes. Donc les orthodoxes, c'est ceux qui vont dire qu'il faut laisser le marché fonctionner de lui-même, et s'autoréguler. Les hétérodoxes, c'est plus ceux qui vont dire il faut une intervention de l'État parce que le marché n'est pas capable de s'autoréguler. Et si l'État intervient davantage, si on augmente la dette publique, si on prend des mesures dites keynésiennes, ça permettrait de relancer la croissance. Donc ça permettrait d'éviter les difficultés rencontrées. Donc là, j'aimerais faire un point là-dessus, notamment sur les politiques keynésiennes. Aujourd'hui en Chine, il est très courant, notamment le nouveau président, là, depuis l'année dernière, insiste beaucoup sur le rêve chinois. Donc le rêve chinois, c'est le pendant du rêve américain. Donc le rêve chinois, ça consisterait à stimuler la croissance, à stimuler la consommation des ménages américains, donc à réorienter la croissance chinoise, c'est-à-dire à stimuler la consommation des fonds d'investissement. Donc c'est vrai que c'est important, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui on a des gros problèmes de surproduction en Chine, on a une consommation qui est à 35% du PIB, la consommation des ménages, un investissement à 47% du PIB. Donc on entend beaucoup comme solution le fait il faudrait que la Chine soit plus indépendante. Pour ça, il faudrait qu'elle ait un marché intérieur suffisamment développé qui réponde finalement à ses excédents de production. Il y a deux solutions qui sont possibles pour réorienter la croissance chinoise. La première solution qui est mise en place aujourd'hui en Chine, c'est l'approfondissement du système de sécurité sociale. C'est que pour diminuer l'épargne de précaution des Chinois, pour augmenter leur consommation, aujourd'hui, on essaye de réformer le système des retraites.
de réformer le système d'assurance maladie pour faire que davantage de personnes soient couvertes. Donc ça fonctionne à peu près bien. Sauf qu'on oublie un fait assez important quand même, c'est que 80% des dépenses donc, sociales aujourd'hui sont assumées par les collectivités locales. C'est pas par le gouvernement central. Donc le gouvernement central prend les décisions et les collectivités locales doivent trouver l'argent pour se débrouiller. C'est ce qui se passait avec le plan de relance de 2008. Donc finalement, une partie, donc 80% des dépenses sociales reposent sur les collectivités. Or le problème aujourd'hui, c'est que ces collectivités, on sait qu'elles sont surendettées. On a clairement un surendettement des collectivités, donc qui n'ont pas un budget suffisant pour faire face à leurs dépenses. Donc finalement, l'approfondissement du système de sécurité sociale pour relancer la consommation, ça apparaît pas vraiment comme une solution, même si c'est celle qui est souvent mise en avant. La deuxième solution, c'est d'augmenter les salaires. Augmenter les salaires, donc pour relancer la consommation, encore une fois, là j'aimerais insister sur le fait que l'analyse marxiste n'a absolument rien à voir avec l'analyse keynésienne. L'analyse de gauche keynésienne. Donc, dans l'analyse marxiste, Marx insistait bien là-dessus, Rosa Luxembourg insistait bien là-dessus, une augmentation des salaires, c'est absolument pas la solution pour faire face aux difficultés du capitalisme. C'est qu'une augmentation des salaires, encore une fois, donc les marxistes sont d'accord, il y a des problèmes de surproduction, donc des problèmes de demande, mais il y a aussi des problèmes d'offre au niveau du taux de profit. Donc d'augmenter les salaires, vous allez, certes, augmenter légèrement la consommation, mais en même temps, vous allez peser encore plus sur le taux de profit. Et c'est ce qu'on observe. Alors 2012-2013, c'est vraiment une période qui est vraiment extrêmement intéressante parce qu'on a un boom au niveau des salaires, c'est qu'on a eu une explosion sociale, on a eu des mouvements sociaux de plus en plus importants qui ont poussé les salaires à la hausse. On a finalement aussi le fait qu'on ait une population active qui est en train de stagner. En 2015, normalement, on va commencer à avoir une baisse de la population active, donc contestation sociale, le fait qu'on ait de moins en moins de travailleurs par rapport à la demande, qu'on observe même que dans certaines provinces, donc dans le sud-est de la Chine, on a des pénuries de travailleurs, ça fait qu'on a une pression très très forte sur les salaires. On considère même qu'on aurait une légère baisse des inégalités depuis l'année dernière. Et ça, finalement, c'est néfaste. C'est néfaste, c'est ça qui risque de ralentir énormément la croissance, ce que je vous disais. C'est que finalement, le fait d'augmenter les salaires, ça va peser énormément sur la compétitivité des entreprises, sur leur taux de profit, et donc ça va peser sur la rentabilité des entreprises qui vont devoir finalement s'orienter de plus en plus vers des bulles spéculatives, vers l'immobilier pour réussir à être rentables, ou bien fermer leurs portes. Ça va pousser les entreprises étrangères, ou les entreprises chinoises, donc à délocaliser. Donc ce qui s'observe de plus en plus, aujourd'hui les Chinois commencent à s'inquiéter des délocalisations. L'année dernière, L'Oréal a fermé ses portes donc pour investir, donc pour déplacer des usines au Vietnam. Donc on a de plus en plus de délocalisations qui seront de la Chine vers le Vietnam, et ce que je vous disais sur les relocalisations. Donc finalement, clairement, l'augmentation des salaires n'est absolument pas la solution. Certains diront, oui, mais dans les pays développés, on a eu le Fordisme. Donc certains ont parlé de Fordisme périphérique, donc pour un Fordisme appliqué aux pays en développement. Donc le Fordisme, c'est le fait que pour stimuler la croissance, il faut augmenter les salaires, ce qui se serait observé pendant les 30 Glorieuses. Alors le seul qu'on oublie souvent, c'est que les 30 Glorieuses, c'est une époque bien déterminée de notre histoire. C'est finalement une époque où on sort de la Deuxième Guerre mondiale, où on a une destruction de capital extrêmement importante, où on a eu des innovations majeures qui ont permis de redresser le taux de profit jusqu'à la décennie 1960, jusqu'à ce qu'il s'écroule. Donc finalement, le Fordisme, c'est vraiment une époque très particulière, il faut vraiment garder ça en tête. Certains diront, oui, mais en plus, il y a l'URSS qui faisait qu'on avait une pression qui était faite sur les salaires, on avait des acquis sociaux. Il y a peut-être un peu de ça, mais bon, je suis un peu sceptique, mais en tout cas, ce qui a permis vraiment ces acquis sociaux, c'est le fait qu'on a eu un boom de croissance après la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment bien particulier à l'époque de l'après-Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que les politiques keynésiennes, dites hétérodoxes aujourd'hui, donc d'augmentation des salaires, elles restent un peu artificielles aujourd'hui en Chine. Donc, deuxième point, en Chine, on observe un peu la même opposition, un peu puérile, donc à la spéculation que ce qui est observé ici. C'est qu'aujourd'hui, on dit oui, le mal absolu pour le capitalisme, c'est la spéculation. C'est le fait qu'on a des méchants spéculateurs qui investissent dans la finance, c'est le fait qu'on a un Jérôme Kerviel qui va piquer 5 milliards d'euros à la Société Générale. Encore une fois, les bulles spéculatives, c'est bien. Donc les bulles spéculatives, ça permet de lutter contre la baisse de profit au moins temporairement. Donc c'est comme ça que le capitalisme a réussi à rebondir, rebondir de plus en plus bas, depuis la décennie 80.
Depuis la décennie 80, je vous récapitule, tous les bulles spéculatives ont éclaté. On a eu la crise des caisses d'épargne en 87 aux États-Unis, on a eu la crise japonaise en 90, on a eu la crise mexicaine en 95, la crise asiatique en 97, la crise russe en 98, la crise brésilienne en 99, la crise argentine en 2001, etc. Donc jusqu'à la crise des subprimes. Donc on a une multitude de crises dites financières donc liées aux méchants spéculateurs, mais qui finalement ne sont pas liées finalement à ces méchants spéculateurs. C'est qu'à chaque fois on retrouve les difficultés dans l'appareil productif. On spéculait parce que il n'y a nulle part où c'était rentable finalement d'investir. Donc je ne vais pas dire que c'est bien totalement la finance et la spéculation, mais encore une fois c'est les conséquences des difficultés de l'appareil productif. Donc là c'est important à dire, c'est qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a des marxistes qui ont tendance à s'égarer, notamment dans des associations comme ATTAC sur la taxation des transactions financières, qui considèrent vraiment que le capitalisme c'est la spéculation. Non, la spéculation c'est la conséquence des difficultés du capitalisme. Donc en Chine on a le même discours. Donc en Chine on a le même discours, on dit non mais le problème c'est la bulle immobilière, c'est qu'à cause des spéculateurs qu'on a dans les collectivités locales, dans les entreprises, un peu partout, on a eu un gros gonflement de la bulle immobilière depuis la décennie 2000. Ce qu'il faut, c'est lutter contre ces spéculateurs. Donc en 2010, le gouvernement central dit oui, c'est vrai. Donc il faut lutter contre les spéculateurs. Donc on a des mesures qui sont prises en 2010 pour lutter contre la bulle immobilière. Donc on va limiter les achats, on va demander un apport minimal pour acheter un logement. Sauf que dans 2011, ça commence à faire éclater la bulle, tout ça. Notamment, on a une ville dans l'est de la Chine, donc Wenzhou, dans le sud-est, qui a fait faillite à cause de ça. C'est une ville qui était une grande puissance exportatrice jusqu'en 2011, sauf qu'on s'est aperçu que finalement, une grosse partie des entreprises exportatrices trouvaient plus rentable d'investir dans l'immobilier. Et finalement, lorsque l'immobilier s'est écroulé en 2011 dans cette ville, il a fait s'écrouler toutes les entreprises liées à l'appareil productif. Donc on a eu même une fuite de patrons. Donc les entrepreneurs n'arrivaient plus à rembourser leurs prêts quand ils avaient fait pour acheter de l'immobilier. Donc on a eu une faillite générale de cette ville-là. Donc finalement le gouvernement s'est dit c'est vrai que faire éclater la bulle, c'est pas forcément la bonne solution. Donc on s'est rétracté. Donc c'est ça qui explique les politiques de stop and go chinoises. C'est qu'en général on a tendance à relancer la croissance et pour la ralentir, la relancer, on ne comprend plus ce qui se passe. Mais clairement c'est ça. C'est qu'on a finalement des économistes chinois qui disent que le problème c'est la bulle spéculative, il faut lutter contre la bulle. Le problème c'est que quand on lutte contre cette bulle, on fait tout éclater, on fait exploser l'économie. Donc ça c'est extrêmement dangereux. Donc vous retrouvez tous les détails sur ça, sur cette bulle immobilière dans Karl Marx à Pékin. L'autre des points importants qu'on n'a pas évoqué ici, c'est sur la capacité de la Chine à faire face à une prochaine crise financière. Là, clairement, de plus en plus, les économistes se rendent compte que la Chine risque de faire face à une grosse crise financière dans les prochains mois. Notamment, on avait même un article du Monde qui est sorti au mois d'avril sur la question. Donc même les journalistes du Monde commencent finalement à s'inquiéter de ça. Même en Chine, finalement, on a des médias qui commencent à se poser des questions. Je vous disais, ICBC, donc ICBC, la première banque chinoise la première banque mondiale de par sa capitalisation, qui est une énorme banque chinoise, a rencontré des difficultés extrêmement importantes. Donc la question, aujourd'hui, ça se pose plus sur le fait qu'on va bien avoir une crise financière. La question c'est est-ce que le gouvernement chinois va être capable d'y faire face? Parce que certains vous disent, oui mais en fait la Chine a accumulé de grosses réserves de change ces dernières années, c'est qu'on a 3400 milliards de dollars qui sont possédés en réserve de change en dollars et en euros. Et certains disent oui, mais en fait, il suffirait qu'on utilise une partie de ces réserves de change pour essayer de renflouer le système bancaire, formel et informel, et ça ira un peu mieux. Donc là, je vous laisse comme du suspense. Donc la réponse est dans Karl Marx à Pékin. Est-ce que ces réserves de change sont suffisantes ou pas pour relancer la croissance? Comme que je vende mes exemplaires. Donc finalement, en conclusion, on peut dire que Karl Marx à Pékin est un livre qui est assez pessimiste. C'est que la Chine finalement rencontre des difficultés qui sont inhérentes au mode de production capitaliste. On pourrait m'accuser du fait que oui mais finalement est-ce que c'est pas un peu l'occidentalocentrisme ça
on applique les difficultés rencontrées dans les pays développés à la Chine. Donc, on pourrait dire, ouais, c'est une application toute bête de ce qui se passe chez nous, mais finalement, c'est pas du tout la même chose en Chine. Mais sachant que là, rapidement, j'ai envie de revenir sur mes premiers pas, sur mon intérêt à la Chine, donc il y a un peu plus de 10 ans maintenant, c'est qu'au départ, lorsque je me suis intéressée à la Chine, c'est que le Brésil était plutôt mon pays, mon intérêt initial, et donc je montrais pour le Brésil qu'on n'était pas vraiment face à un pays émergent, là on se rend compte depuis 2 ans, c'est que le Brésil rencontrait de grosses difficultés économiques, et donc l'émergence pouvait être remise en question avec le Brésil. Et donc, on me disait, oui, mais regarde la Chine, c'est vrai qu'il y a quand même certaines particularités, que c'est vrai que l'émergence, au moins on peut l'observer dans ce pays. Au moins il y a un pays qui arrive à se dégager, qui a des caractéristiques propres. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ma thèse, il y a de nombreuses années, je me suis dit, c'est vrai que ce serait intéressant de montrer pourquoi la Chine réussit et pourquoi le Brésil échoue. Donc clairement, quand j'ai commencé, je voulais montrer le contraste entre les deux pays. Et là, ça a été l'égarement total parce que finalement, je suis arrivée à montrer que la Chine rencontrait des difficultés qui étaient même encore plus massives que celles qui étaient observées au Brésil. Et progressivement, je me suis rendu compte que l'analyse marxiste était vraiment des plus pertinentes pour comprendre cette évolution. Et finalement, je me suis aperçue qu'avec le temps, j'avais raison. C'est que j'ai soutenu ma thèse en 2008. Donc à l'époque, on se moquait de moi, on me disait, dire qu'on va avoir une crise en Chine. Bon, là, on a un petit ralentissement économique dans les pays développés, ça a tout juste commencé, mais bon, ça va reprendre. Et la Chine, justement, a des particularités propres qui vont lui faire échapper à la crise. Donc ça, c'était en 2008. 2011, là, changement de discours. 2011, on commence à parler d'éclatement de la bulle immobilière. Je vous disais, ça avait déjà commencé à l'époque. Donc même si les prix sont repartis à la hausse. 2012-2013, on a un gros ralentissement au Brésil. C'est que le Brésil est clairement en phase de prochaine récession économique. Donc là, clairement, toutes mes interrogations sur le Brésil étaient clairement validées, mais bon, ça c'était pas trop difficile. Et 2014, alors là, 2014, je crois que c'est mon année préférée. Donc 2014, après, c'est vrai que c'est cynique. Mais c'est vrai que je ne devrais pas me réjouir finalement des difficultés économiques rencontrées par la Chine, mais globalement, 2014, je vous disais, cette fuite des capitaux étrangers qui est observée aujourd'hui en Chine, la dépréciation de la monnaie chinoise, donc là je l'avais montré il y a 2 ans, on me disait mais non, c'est pas possible, les capitaux étrangers ne vont pas sortir comme ça. Et là, clairement, depuis le début de l'année, on observe ces difficultés. Encore une fois, donc, je ne suis pas forcément très fière du résultat. Moi, j'aurais été, au contraire, contente de montrer que le capitalisme était capable de rebondir, qu'on avait toujours des solutions qui permettaient d'améliorer les conditions de vie de l'intégralité de la population. Finalement, je ne suis pas complètement masochiste non plus. Clairement, c'est vrai que je serais totalement réjouie de me dire que l'économie permet d'améliorer la situation. Je suis quand même prof d'économie à la base. Mais là, clairement, le retournement de tendance qu'on observe aujourd'hui en Chine, le début de la crise, me font penser que clairement, on rentre en pleine barbarie, en admettant qu'on n'y est pas. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de pays qui s'en sortent, il n'y a pas vraiment de possibilité de rebondissement, ni dans les pays développés, ni dans les pays en développement. Après, une question que je n'ai pas abordée, c'est comment on peut échapper à cette barbarie. Encore une fois, le capitalisme ne va pas s'écrouler tout seul, on peut évoquer les mouvements sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui en Chine, on a une multiplication des mouvements sociaux sur le territoire, notamment dans le sud-est de la Chine, on a une multiplication des grèves, grèves qui sont interdites depuis 1982, mais il y a toujours des façons de faire grève en Chine. Notamment la dernière, c'est à Dongguan, en avril, on a une grève massive de 40 000 ouvriers qui s'est déroulée dans le sud-est de la Chine, dans une usine de sous-traitance de chaussures Nike, Adidas, de chaussures de sport. Donc on a une grève extrêmement importante. Vous imaginez 40 000 travailleurs mobilisés en même temps, sans l'aide des syndicats, sans finalement appel à des organismes officiels. Et c'est vrai que cette grève-là, elle a été observée sur tout le territoire chinois finalement, ces dernières années. Donc on a les grèves
Donc au niveau des entreprises, on a les révoltes des paysans contre les expulsions de terre, et donc on pourrait dire peut-être que ça pourrait être un premier pas vers un renversement du mode de production capitaliste. Sauf que, donc là c'était le moment réjoui de la conférence, donc je vais faire retomber tout ça. C'est que donc la grève à Dongyuan, elle a fini début mai, parce que le gouvernement central a obligé l'entreprise à augmenter les salaires, et à répondre aux revendications des ouvriers et des travailleurs. Ce qui a fait que cette entreprise-là, finalement, Adidas a cessé toutes ses commandes, et on commence à avoir des entreprises qui veulent plus sous-traiter par cette entreprise située à Dongyuan, donc qui risque de bientôt s'écrouler. Clairement, aujourd'hui, le problème, c'est que le gouvernement mène plus ou moins un double jeu. C'est que par certains moments, il se met du côté des ouvriers. C'est ce qui s'est passé même avec l'exemple de Foxconn, l'usine de sous-traitance électronique. Donc ces dernières années, c'est que le gouvernement central s'opposait beaucoup aux collectivités locales pour dire oui, mais non, il faut essayer de relever les salaires minimums, il faut essayer de donner davantage d'acquis sociaux aux travailleurs. Et finalement, il est là un peu le problème, c'est que finalement, on a un système qui est en train de s'écrouler progressivement, et les travailleurs ne sont pas forcément très conscients d'où sont leurs intérêts. C'est-à-dire qu'on a toujours un appui qui reste assez important au gouvernement central, qui essaie chaque fois de prendre du recul par rapport à ce qui se passe dans les luttes. Et donc finalement, on augmente les salaires sous la pression du gouvernement central. L'entreprise s'écroule, mais les ouvriers vont se dire bon bah oui, mais en même temps le gouvernement il a essayé de faire quelque chose pour nous. Mais finalement, on est clairement en train de rentrer en pleine barbarie parce qu'on n'arrive pas réellement à cibler ce à quoi il faut s'attaquer. Et c'est là qu'on peut se poser la question sur ces mouvements sociaux, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de cible claire des luttes sociales qui sont menées aujourd'hui. Les cibles, c'est soit certaines entreprises, notamment souvent des entreprises taïwanaises étrangères qui ne veulent pas verser les salaires comme il faut, qui ne veulent pas donner les acquis sociaux nécessaires, soit c'est les collectivités locales qui expulsent les paysans, mais globalement il y a toujours une confiance quand même, qui reste assez importante vis-à-vis du gouvernement central et qui peut être dérangeante pour la suite. C'est qu'il n'y a pas de remise en cause. Ça reste quand même assez pessimiste, même si encore une fois il faut continuer à regarder ce qui se passe là-bas. On ne peut pas nier que ces mouvements sociaux existent. Après il faut qu'ils puissent s'attaquer aux bonnes cibles. Voilà.